Bonjour et bienvenue pour ce nouvel événement digital de l'exploratoire Soprasteria Next. Je suis Johan Homer, directeur conseil, également le porteur de l'étude que nous allons partager aujourd'hui autour de l'agilité et de la résilience. Avant de commencer, un mot sur les conditions sanitaires. Nous n'aurons pas de masque aujourd'hui, donc nous respectons 1,50 m de distance avec nos participants et nous respecterons l'ensemble des gestes barrières, bien évidemment. Avant de rentrer dans l'étude, un mot également sur l'exploratoire Soprasteria Next. Donc, il s'agit du Do Tank de Soprasteria autour de 3 thématiques, l'éthique numérique, la confiance et la responsabilité d'entreprise. Ces 3 thématiques vont être travaillées avec différents écosystèmes, les professionnels, les écoles, les institutions et les associations. Aujourd'hui, donc, on a une thématique autour de l'agilité notamment, qui fait partie des axes qu'on va travailler, avec différents axes, la confiance, l'éthique, la souveraineté, l'entreprise plateforme, et donc l'agilité, et la résilience, qui sera la thématique de notre événement. Maintenant, pour traiter ces thèmes-là, donc j'ai la chance d'avoir 2 témoins aujourd'hui. Donc Michel Cottura, vous êtes adjoint au DGA au pilotage des programmes et de la maîtrise d'ouvrage de Pôle emploi. Bonjour. Bonjour Michel. Et également Jacques Récorsic, vous êtes directeur des opérations de la Poste Colissimo. C'est ça, bonjour à tous. Bonjour. Avant de passer la parole à nos participants, un mot sur l'étude que nous avons menée. Donc l'étude que nous avons menée traite aujourd'hui de l'agilité et de la résilience. Pourquoi ces thèmes-là? La résilience, forcément, un thème d'actualité. La crise sanitaire récente a mis le sujet de la résilience à l'agenda de tous les dirigeants. Et donc la question qu'on s'est posée dans l'exploratoire, c'est de dire finalement cette résilience, comment faire en sorte de la développer dans les entreprises. Et l'agilité est apparue comme un levier classique et naturel pour justement développer cette résilience, l'agilité qui permet à la fois de s'adapter, de se transformer, d'encaisser les chocs. Maintenant, une fois qu'on a dit agilité et résilience, c'est quelque chose qui peut être assez théorique finalement. Donc le travail que nous avons mené au cœur de l'exploratoire, c'est comment rendre ça très concret. C'est le côté du Do Tank, de dire il faut qu'on trouve des solutions concrètes et activables. Pour ce faire, nous avons construit une démarche autour déjà pour définir ce qu'était que l'agile en fait, l'agilité à l'échelle de l'entreprise. Et donc on a construit une démarche avec 6 grands piliers. 6 grands piliers de l'entreprise, c'est classique, qui reprennent les fondements de l'entreprise, la culture, le management, l'organisation, la gouvernance, le processus et tout ce qui est le digital. Et par rapport à ces 6 piliers que vous voyez à votre écran, nous avons fait un travail de dire finalement pour chacun de ces piliers quels sont les marqueurs agiles, quels sont les fondamentaux agiles qu'on peut retrouver dans chacun de ces piliers. Donc pour chaque pilier, nous avons entre 5 et 7 marqueurs agiles, des marqueurs qui sont très concrets, observables d'entreprise et au niveau de l'ensemble de l'entreprise, et de dire finalement, quand on met en œuvre ces marqueurs-là, on est un peu plus agile dans notre fonctionnement, dans notre organisation et dans notre façon de fonctionner. Et donc ces marqueurs, aujourd'hui, ils représentent ce que j'appellerais un agile fondamental de la culture, du management, de l'organisation, à ne pas confondre avec l'agilité des projets, avec tout ce qui est autour des démarches Scrum, ainsi de suite. On est vraiment sur l'agilité entre guillemets intrinsèque de l'entreprise et fondamentale de l'entreprise. Donc ce que nous avons fait, nous avons pris ces marqueurs-là et nous avons posé 3 questions à un panel de 20 entreprises qui a travaillé avec nous cet été. 3 questions très claires sur marqueur par marqueur. 1. Est-ce que ces marqueurs, vous les observez fréquemment chez vous? Est-ce que ces marqueurs agiles ils sont mis en œuvre fréquemment chez vous? Première question. Deuxième question, est-ce que ces marqueurs, de votre point de vue, contribuent à la résilience de votre entreprise? Et troisième question, est-ce que ces marqueurs se sont davantage révélés pendant la crise? Et donc on a eu un retour de notre panel d'entreprises, que je remercie au passage d'avoir participé, pour en tirer une étude, pour en tirer plusieurs conclusions sur finalement cette agilité. Quelle agilité va contribuer à la résilience et quels sont les leviers agiles à, entre guillemets, mobiliser pour pouvoir développer la résilience d'une entreprise. L'idée était vraiment d'avoir des leviers activables et concrets, c'est ce qu'on verra avec nos 2 invités. Par rapport à cette étude, on a tiré 5 grands enseignements, et on va en creuser 2 plus particulièrement aujourd'hui. Premier enseignement, c'est que l'agilité repose sur l'ensemble des facettes de l'entreprise. C'est-à-dire que typiquement aujourd'hui, quand on a fait notre étude, dans le top, on va dire 8 des 9 des marqueurs les plus observés dans l'entreprise, on retrouve les 6 dimensions de l'entreprise. On retrouve la culture, la gouvernance, le management, l'organisation, les processus, également le digital. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'agilité aujourd'hui, elle est multiple, elle est composite. Et l'agilité, c'est sûrement pas juste de travailler les processus ou la culture ou l'organisation. Donc on a un premier enseignement, l'agilité de l'entreprise, elle repose sur plusieurs choses, sur plusieurs dimensions. Deuxième enseignement, il y a un lien direct entre l'agilité et la résilience. La résilience par rapport aux marqueurs, quand on a demandé à notre panel de clients de répondre sur la contribution de ces marqueurs à la résilience, quasiment tous étaient entre moyen et très fort. Donc il y a un vrai lien sur cette agilité, cette capacité à s'adapter qui apporte vraiment une résilience assez forte. Ça, c'est le deuxième enseignement.
Troisième enseignement, aujourd'hui, ce qu'on constate dans les entreprises, les marqueurs les plus observés dans l'entreprise, sont avant tout de fonctionnement et de culture. C'est qu'on est plus sur une agilité des gens, des êtres, des hommes et des femmes qui composent l'entreprise, donc avec leur savoir et leur bonne volonté quelque part, et pas tellement encore sur l'organisation. Donc ça, c'est aujourd'hui plutôt sur ce qu'on observe dans les entreprises de façon concrète et actuelle aujourd'hui, c'est une agilité plutôt culturelle et de fonctionnement. Et puis dans l'étude est apparu un second niveau d'agilité et de résilience, du coup, plus structurel et organisationnel. Et là, sur ces marqueurs-là, ce qui est remonté de notre panel, c'est que finalement, il y avait de grands bénéfices d'agilité et de résilience à gagner sur l'organisation, sur le mode de management, sur l'utilisation de la data également, et que ça, aujourd'hui, les entreprises se disent que c'est la résilience de demain, mais aujourd'hui, on n'est pas encore forcément arrivé à ça. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on observe beaucoup dans les entreprises. Et donc là-dessus, on a réussi à identifier 4 grands chantiers à mener par les entreprises pour développer leur agilité et leur résilience. Et puis, il y a un cinquième enseignement aussi, la troisième question qu'on leur a posée. À travers cette crise sanitaire, on a 5 grands marqueurs qui sont ressortis de cette crise sanitaire, donc on vous les présentera également. Et ce que je vous propose, c'est de commenter donc ces deux derniers enseignements avec nos deux invités, sur finalement quels sont ces grands chantiers à venir plutôt en termes d'agilité et de résilience, les grandes transformations à mener, et finalement qu'est-ce que ça a aussi révélé en termes de marqueurs, qu'est-ce qu'a révélé la crise sanitaire en termes de marqueurs. Et je vous propose de commencer par la partie crise sanitaire, ce que ça a révélé chez vous en fait. Avant de rentrer sur les 5 marqueurs qui se sont révélés durant la crise, est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter, votre activité, et 2, quel a été l'impact de la crise sur votre activité, sachant qu'on est sur 2 activités assez différentes entre Pôle emploi et la Poste Colis. Qui veut commencer du coup? Alors je vais commencer. Bon, bonjour à nouveau à tous. Juste avant de vous présenter l'activité de Pôle emploi, je voulais revenir un peu sur ce qui a été présenté et sur l'enquête, pour vous dire que ça m'a un peu réconcilié avec l'agilité. Pourquoi? Parce que l'agilité est souvent vécue et encore vécue comme un ensemble de pratiques, comme un ensemble de techniques, etc. et pas comme une pensée globale. Or, l'approche systémique que vous avez mis en œuvre est vraiment une pensée globale et je pense que c'est bien là-dessus qu'il faut penser l'agilité dans une entreprise. Pour ne pas mettre simplement l'adaptabilité technique et l'adaptabilité fonctionnelle au cœur du sujet, mais l'adaptabilité globale de l'entreprise. Ça, je pense que c'est important de le dire, parce que l'agilité est mise à toutes les sauces. J'ai tendance à dire que quand on a un marteau, on voit tout sous la forme d'un clou. Donc on a le marteau de l'agilité, il est asséné à tous les coins de rue, sans avoir réellement une pensée globale. Quand on fait de l'entreprise libérée, on fait de l'agilité, etc. Là, vous avez réconcilié l'ensemble des paramètres. Je trouve que c'est extrêmement intelligent. Et c'est extrêmement pertinent. Et moi, je m'y retrouve complètement dans les mises en œuvre que l'on fait. Et puis, vous le verrez, j'essaierai de vous le démontrer. Et c'est un des défis qu'on s'est fixé, de dire rendre l'agilité concrète et tangible, quoi, dans le temps. Ouais. Donc voilà. Donc, maintenant, sur l'activité de Pôle emploi, je sais que le temps est compté et qu'il faut aller très très vite. Nous, on a une mission de service public. Donc, on a une mission qui est fondée sur la continuité d'activité et sur la résilience et la résistance au choc. Pourquoi ? Parce qu'on a des publics fragiles, on a des publics qui ont besoin d'une relation en continu, et donc toute rupture d'activité peut avoir des conséquences extrêmement importantes. Donc le fondement de notre pensée est quand même d'assurer un service en continu. Donc on a une grosse partie qui porte sur l'indemnisation. Par exemple, l'indemnisation, c'est un revenu de remplacement, c'est pas un revenu supplémentaire. Donc quelqu'un qui n'est pas indemnisé, c'est quelqu'un qui ne peut pas payer son loyer, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire face à sa vie quotidienne. Donc cette mission-là, il est hors de question de l'interrompre, quel que soit le choc que l'on reçoit. On a des logiques autour de l'inscription. Quelqu'un qui doit s'inscrire pour accéder à ces éléments-là, on doit lui offrir cette partie-là. On a la relation avec le conseiller qui, durablement, et notamment en conditions de crise, continue à accompagner les demandeurs d'emploi, continue à les rassurer, continue à les mettre dans des positions positives. Donc on est sur une activité extrêmement sensible. Et humaine, et avec des paramètres sur lesquels, quelle que soit la situation, on ne peut pas arrêter cette activité-là. Donc ça, c'est un paramètre important pour juger de notre activité. Après, on est aussi sur des sujets où on dépend du gouvernement et des directives gouvernementales. Donc on a des réformes d'assurance chômage qui sont extrêmement importantes. On a un plan stratégique qui porte un engagement régulier vis-à-vis de l'État.
On a lancé des grandes démarches autour de l'intelligence artificielle récemment qui sont aussi pour apporter un certain nombre de résultats. Quand la crise est apparue, on était plutôt dans une situation favorable. C'est-à-dire qu'on avait une situation de l'emploi qui commençait à se rétablir et on avait des missions qui étaient stabilisées. La crise arrivant, premier réflexe, protéger nos équipes. Protéger nos équipes parce que le contact avec le public c'est fondamental. On a des agences qui reçoivent du public, qui font énormément d'accueil, qui donnent énormément d'informations. Donc comment protéger nos agents et par là même protéger le public. Deuxième élément, c'est comment assurer les missions essentielles. On a une chance, mais la plupart des entreprises ont mené cette démarche. On a mis en place un plan de continuité d'activité qui dit quoi? Qui dit, la première mission, c'est l'indemnisation. Il faut assurer le revenu au demandeur d'emploi. 2, la deuxième mission, c'est l'inscription. Il faut être en capacité d'absorber les nouvelles inscriptions et de mettre donc les demandeurs d'emploi dans le circuit. La troisième mission, c'est l'accueil. Maintenir un accueil dans les conditions sanitaires, c'est très compliqué. Donc on a réduit l'accueil à des situations critiques. Donc, aucune agence n'a été fermée. Par contre, l'accueil a été filtré. Donc on a maintenu aussi le présentiel sur ces agences-là. Au-delà de ça, on a aussi restructuré un certain nombre d'équipes. C'est-à-dire qu'on a mis beaucoup de gens à répondre au téléphone. Est-ce qu'il fait partie des marqueurs qui se sont révélés? On verra après sur ce point. On a dû réadapter toute la partie dématérialisée. La communication, les courriers, l'accès plus facile au site internet, la simplification des démarches, etc. Donc ça a accéléré certains éléments. Moralité, j'en dirai pas plus, on reviendra sur les éléments, mais on a réussi à maintenir un excellent niveau sur l'indemnisation. On a un peu dégradé la relation au public. On a installé des éléments comme la visio, etc., qui nous ont permis d'aller plus loin. Je pense qu'on a, d'un point de vue opérationnel et d'un point de vue agilité opérationnelle, le pari a été plutôt gagné. Et on pourra redescendre sur les marqueurs pour regarder comment. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Jacques, votre activité, du coup, l'impact dessus pendant la crise? Alors déjà, Colissimo, c'est le leader de la livraison de colis en France. On a à peu près 60% du marché, ça fait à peu près 2 milliards de chiffre d'affaires, donc des éléments assez importants. Et je dirais il y a eu trois impacts assez importants. Le premier, c'est la croissance. Ça, on ne se l'attendait pas, c'est-à-dire qu'on a fait 30% de croissance immédiatement avec l'apparition du Covid. Alors que sur nos marchés, on est plutôt sur du 4-5%. Donc voilà, donc il fallait, alors qu'on avait les problèmes qu'avaient toutes les entreprises avec des clients en difficulté, des opérateurs vous avez malades, l'augmentation etc. de votre activité une augmentation forte de l'activité à ce moment-là. Et massive. Voilà. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième, on est un acteur de proximité, une livraison de colis, et voilà, il y a bien entendu la boîte à lettres, mais souvent il y a le contact avec la personne, il y a même une signature à faire. Donc il a fallu trouver rapidement comment changer ce principe-là au regard des mesures barrières, tout simplement. Donc on a dû changer complètement nos processus sur ce côté-là. Et le troisième qui est important, il est peut-être un peu plus symbolique, mais on s'est rendu compte quand même de l'importance sociétale qu'avait notre entreprise. Parce que souvent, quand on parle de la poste, on voit le côté un peu mission de service public, etc., mais on pense plutôt au courrier. Et là, on voyait que sur le colis, comme certaines populations n'avaient plus la possibilité d'aller tout simplement faire ses courses, donc il ne fallait pas, nous en tant que leader sur le marché, on a une certaine responsabilité et en obligation de les aider. Et donc on ne pouvait pas, nous, ne pas... Donc une nouvelle dimension, une dimension qui s'est nouvelle confirmée. dimension. Et c'est pour ça que toute cette population, et c'est un impact important, on arrive avec une population un peu nouvelle sur nos marchés. C'est-à-dire des gens plus seniors. Qui étaient un peu réticents au commerce connecté. Voilà, qui étaient réticents à ça, qui n'avaient pas forcément la facilité vers les tablettes. Et comme ils ne pouvaient plus se déplacer, comme il n'y avait plus de possibilités, donc en fin de compte, ils sont allés, en termes d'expérience client, ils ont vu que c'était faisable. Et donc, ce sont des clients qui nous sont restés fidèles et qui vont rester fidèles parce qu'ils ont trouvé quelque part un intérêt à le faire. Et donc, une sollicitation plus forte et un outil industriel un peu impacté quand même par... Tout à fait, complètement. D'accord, très bien. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer aux 5 points clés, aux 5 marqueurs clés qui se sont révélés pendant la crise. Donc, ces 5 marqueurs clés, ils proviennent de notre panel de répondants. Donc, il y a 5 marqueurs qui sont vraiment révélés. Donc, le premier marqueur, c'est le digital. Donc, là, ce que vous voyez, c'est les marqueurs à l'écran. Collaborer à distance efficacement grâce aux solutions digitales. Plus de 80% du panel a dit que ce marqueur, finalement, s'est révélé pendant la crise. Et ça, je pense qu'on va en parler, mais c'est un fait. D'un point de vue culture, donc le marqueur, le pilier culturel, faire preuve d'esprit d'équipe, de collaboration, ça aussi c'est beaucoup remonté. 72% du panel l'a remonté finalement, cette solidarité dans la crise qui est apparue assez fortement. Troisième marqueur autour des processus et des pratiques,
partager l'information de manière transparente, donc l'obligation quelque part d'être rapide et transparent et de pouvoir décider avec l'ensemble des informations à disposition. Après, 2 autres marqueurs qui sont un peu moins révélés mais qui sont quand même intéressants. La recherche des résultats rapides et réguliers, même petits, et c'est aussi un peu ce que vous disiez Michel, finalement d'être capable d'assurer le minimum vital, si j'ose dire, à nos clients, surtout en difficulté. Et puis un cinquième marqueur qui est ressorti et qui est un marqueur structurellement pas facile à faire bouger, mais qui là c'est assez bien révélé, c'est allouer et réallouer les équipes et les moyens en accord avec la stratégie de l'entreprise. En tout cas, en l'occurrence avec la crise ici. Donc on a été capable de prendre des moyens et de les réallouer. Par rapport à ces 5 marqueurs, est-ce que vous y retrouvez? Est-ce qu'il y a des marqueurs? Est-ce que vous avez des illustrations par rapport à ces marqueurs-là? Est-ce qu'il y a d'autres marqueurs éventuellement qui se sont révélés chez vous pendant la crise au-delà de ces 5-là? Qui veut commencer? Michel, Jacques? Maintenant, sur le digital, c'était quelque chose de fondamental, nécessaire. À partir du moment où on est obligé d'éloigner les gens, il faut travailler à distance, il faut les outils. Et c'est vrai que les outils existaient. Par contre, les outils n'étaient pas utilisés de la même manière. Je vois encore beaucoup de collaborateurs qui faisaient des réunions téléphoniques, etc., avec la complexité que ça. Et donc, on a vu un certain nombre de systèmes, on peut parler de Teams ou de choses comme ça, où il était facile d'échanger de la donnée. On s'est même rendu compte, et ça fait un peu lien avec le deuxième point sur la culture, c'est-à-dire qu'on arrive à faire des réunions beaucoup plus efficientes, beaucoup plus efficaces, parce que le temps est compté, il faut être précis. Et comme on n'a pas ces problématiques d'aller d'une réunion à une autre, d'aller d'un site à un autre, le taux de présentéisme sur ces réunions était plus important. Hein, donc moi je considère que c'était des points essentiels pour en tout cas maintenir cette continuité-là. D'accord. Donc l'outil était prêt, mais la fonction de l'utilisation a changé. Il n'y avait pas d'obligation à l'utiliser plus que ça, parce qu'en fin de compte, encore une fois, la distance, le télétravail, etc., n'était pas aussi développé. Aujourd'hui, on voit que c'est essentiel et on peut trouver de l'efficacité quand même là-dedans. Côté Pôle emploi, est-ce que le constat est sur ce premier marqueur? Est-ce qu'il y a quelque chose de similaire ce premier marqueur, il est évident que c'était une condition absolue. C'est-à-dire quand on a 35 000 agents qui basculent sur du travail à distance en, j'allais dire, quelques jours, voire quelques heures, que ça pose pas énormément de problèmes. Donc il y avait une maturité quand même qui était appliquée. Une maturité technique. Donc pour la continuité, c'était incontournable. Mais aussi pour la relation demandeur d'emploi, tout le travail qui a été fait sur le digital, tout le travail sur la dématérialisation, sur la capacité d'accéder aux services, sur la capacité d'accéder à l'information, etc., ça a été aussi un déterminant extrêmement fort. C'est-à-dire que là, on est sur de la relation client, on est sur de la relation usager, entre guillemets, augmentée, avec une offre de service qui est une offre de service à la fois en présentiel et à la fois à distance. Donc ce mixte des deux... Parce que ça a impacté aussi le client finalement, c'est pas que de l'interne. Vous avez réussi, oui, essentiellement. Oui, la visioconférence par exemple, qui était des entretiens en visioconférence, qui étaient relativement peu développés. Le présentiel est souvent favorisé. Cette carte-là était essentielle pour maintenir un certain nombre de niveaux d'entretien, alors que les agences étaient fermées et que les entretiens courants ne pouvaient pas être faits en agence. Voilà. Donc ce marqueur-là a été très fortement mobilisé. Chez nous, très fortement mobilisé et une des conditions de réussite majeure. D'accord. Si on revient sur deux marqueurs souvent autour de l'esprit d'équipe et du partage d'informations, et je pense que Jacques vous a un peu évoqué le sujet, qu'est-ce que ça a transformé finalement aussi la façon de travailler ensemble quelque part, cette crise autour de ces 2 marqueurs de transparence et d'esprit d'équipe et de collaboration, quoi. Je pense qu'au-delà même de la transparence, parce que la transparence est nécessaire, nous on s'est rendu compte du sujet du temps réel. Il fallait avoir toutes les informations en temps réel. Ça c'est important, et ces informations partagées à tous les niveaux. Parce qu'au moment, lorsqu'on est dans une crise comme ça, effectivement, on ne peut pas se poser des questions de ce qui s'est passé il y a 3 jours. C'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense qu'après, tout le sujet était effectivement, et on prend le deuxième point sur un peu l'esprit d'équipe, c'est comment est-ce qu'on manage une équipe à distance, quoi. Donc il faut qu'on crée un certain nombre de rituels qu'on n'avait pas. Donc important de faire une réunion le matin. Déjà, simplement pour savoir effectivement comment vous allez, quoi. Est-ce que tout le monde va bien, etc. Où est-ce qu'on va clôturer également la journée avec une réunion d'équipe, quoi. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà. Et je pense que ça a été 2 éléments importants. Et encore une fois, avoir des informations en temps réel pour pouvoir dispatcher autour de ça. Donc en termes de résilience, on revient un peu au sujet de la résilience, ces 3-là, la capacité à se connecter, à se parler, à se faire confiance et être dans l'échange transparent, sont clés quelque part. C'est ceux qui se révèlent. Côté Pôle emploi, sur le partage entre les équipes, est-ce que c'était un peu sur le même... Alors sur ce point, à mon sens, il est essentiel. Je pense que l'agilité opérationnelle passe d'abord par les hommes. Donc les équipes, leurs compétences, leurs compétences à la fois techniques, mais leurs compétences en termes comportementaux et d'action, je pense que c'est essentiel. Et effectivement,
la capacité de s'auto-organiser d'une agence, par exemple, que l'on promeut depuis un certain temps, qui permet de réallouer les ressources. Ça fait partie des grands chantiers que vous avez menés. La capacité des managers à interagir, à accompagner les équipes, à leur donner confiance, à leur donner des marges de manœuvre que certains n'avaient pas l'habitude de prendre, parce que quand on est dans un collectif intégré, certains prennent des marges de manœuvre, d'autres n'en prennent pas. Là, on avait l'obligation plutôt d'avoir beaucoup d'acteurs qui travaillent sur les marges de manœuvre. Donc ça, c'est pour moi, ce qui s'est passé, c'est avant tout une affaire d'hommes. C'est ça, sur la culture aussi, c'est ce qu'on disait aussi dans les enseignements. Les outils sont facilitants, les outils ont accéléré. Ils étaient matures quand même, les outils. Ils étaient matures, donc c'est un moyen. Mais le choc opérationnel et l'agilité opérationnelle est essentielle. Et l'agilité opérationnelle, elle est portée par le réseau, elle est portée par les acteurs. Je ne parle pas du SI, je ne parle pas des maîtrises d'ouvrage, je ne parle pas des métiers qui sont dans une démarche plus professionnelle en termes d'agilité, parce que les techniques sont installées. Mais quand on a des agents qui délivrent du service et du service en continu, la capacité à prendre des décisions en local, la capacité à s'organiser, la capacité à orienter les moyens, la capacité à solliciter des plateformes téléphoniques en relais, etc., ça a été vraiment un sujet de levier extrêmement important. Et justement, si on rebondit sur la partie allocation des ressources et puis quelque part recherche des résultats, quoi. Ça, c'est aussi quelque chose qui s'est révélé chez vous, le fait d'être capable de réorganiser des équipes assez rapidement pour quelque part livrer soit le colis, soit entre guillemets la prestation attendue par les clients de Pôle emploi. Ouais. Moi, j'ai le choc ou la crise, je l'imagine sous forme d'une déformation, qui est une première déformation qui touche le réseau. Donc la réactivité, donc la capacité à mobiliser les équipes. Donc le choc, c'est plutôt de l'agilité opérationnelle. C'est ça. Et quand on visualise une voiture, on sait que la voiture elle est construite pour amortir le choc et protéger les passagers, même si la voiture y reste. Donc l'agilité opérationnelle, elle est fondamentalement construite comme ça. Et c'est fondamentalement cet esprit-là qu'on doit porter dans la résilience des entreprises, c'est qu'il faut bâtir des processus qui soient résilients. Parce que c'est pas par nature, par design. Par design. Et c'est pas simplement pour de la résilience, c'est aussi pour conduire une transformation et pour travailler dans un univers incertain. Aujourd'hui, il y a eu la crise, il y a le post-crise, on a les mêmes réflexes post-crise que la crise et on doit s'intégrer dans une transformation beaucoup plus longue. Donc, on va en parler après justement. Voilà. Et ces marqueurs qui sont rechercher des résultats rapides, réorganisés, moi j'appellerais ça plutôt de l'agilité tactique, c'est-à-dire que ça remonte au niveau des managers, ça remonte au niveau vous avez réussi à le faire ceux en tout qui cas, pensent. parce que parfois on peut le vouloir et le pouvoir est différent. La réussite était obligatoire. Si on n'a pas cette capacité-là, la continuité de service n'est pas assurée. Donc réduire ses ambitions, les positionner sur des résultats pointus, être capable si on parle des systèmes d'information, on avait des grosses versions qui étaient prêtes à être installées. Elles n'ont pas été installées parce que toutes les équipes étaient bloquées. Quels sont les résultats tangibles qu'on veut atteindre et comment ça rentre dans une logique globale. Donc là, on a des mécanismes extrêmement agiles pour le faire. Côté colis, sur l'adaptation des moyens et du plan de transport, si j'ose dire. Oui, je pense que l'adaptation des moyens, c'était pour revenir sur un certain nombre de basiques. Enfin, que nous demandaient nos clients qui devenaient de plus en plus nombreux, faites correctement le travail. On s'est recentré sur les basiques, finalement. On se reconcentre sur les basiques. Et en fait, quand on se reconcentrant sur les basiques, il était facile de donner un objectif à tous. C'est-à-dire, il faut livrer 2 jours. Donc, c'était plus le sujet aujourd'hui des tests qu'on fait sur les drones, la robotisation, etc. On est revenu. C'était ça. Donc, en termes de communication et en termes de réallocation des ressources, en se disant effectivement, c'est l'opérationnel qui prime, parce que c'est ce sujet-là, bien entendu. Et donc, en fin de compte, tout le monde l'a compris, quoi. Et donc, on a réussi à amener assez facilement les gens à changer leur manière de faire. Très bien. On a pas mal parlé de transformation un peu de fond. Je pense qu'on va passer au deuxième temps de notre événement, justement autour des grands chantiers qui se sont révélés à travers le panel. En fait, à travers le panel, on a vu qu'il y avait ce premier niveau d'agilité et de résilience qui repose sur la culture et sur les fonctionnements. Et il y a un second niveau de chantier qui repose plus, on va dire, sur des transformations d'organisation, de management, de processus également parfois. Voilà. Donc ce second chantier, si on peut du coup les afficher à l'écran, donc on a 4 grands chantiers en fait. Donc les marqueurs il y a une douzaine de marqueurs qui sont ressortis qu'on appelle nous des marqueurs d'avenir. C'est des marqueurs, grosso modo, on se dit il y a une grande valeur en termes de résilience et d'agilité. Pour autant, les entreprises n'y arrivent pas forcément encore à les pousser. Et donc, on a 4 grands chantiers poussés par ces marqueurs. Il y a un premier chantier qui est le décloisonnement des équipes. Ça, c'est beaucoup remonté en disant la capacité à travailler en collectif entre les équipes, à faire passer l'information, est encore devant nous un petit peu. Ça apporte beaucoup en termes de résilience. Par contre, dans les faits, parfois, il y a encore un peu de travail là-dessus. Deuxième chantier, mais je pense que tous les deux, vous avez déjà engagé ces chantiers-là, c'est responsabiliser les équipes. C'est-à-dire comment est-ce qu'on donne les moyens aux équipes d'agir
sur un résultat, d'être objectivé, d'avoir quelque part une certaine autonomie là-dedans. Troisième chantier important, et c'est un peu un chantier qui est lancé au long cours, c'est l'évolution du modèle managérial. Comment je fais de mes managers plus des transformateurs, éventuellement des coachs aussi dans l'accompagnement. C'est-à-dire que c'est plus le manager qui dirige, mais c'est le manager qui accompagne. Ça a remonté pas mal aussi dans le panel. Et puis le quatrième, qui est un gros enjeu important pour beaucoup d'entreprises, c'est comment on aide, entre guillemets, comment on s'aide de la data et des outils pour éclairer la décision. C'est grosso modo, on a beaucoup de data, pas forcément toujours structurée, et comment demain on en fait un outil de la décision. On sent que c'est une piste à creuser, pour autant on n'arrive pas toujours forcément à le faire, quoi. Donc par rapport à ces 4 grands chantiers, je sais que vous avez engagé de part et d'autre des grandes transformations. Où est-ce que vous en êtes? C'est quoi vos prochaines étapes? C'est quoi les premiers résultats que vous avez peut-être déjà acquis? Le premier, pour moi, c'était la responsabilisation des équipes. Là, vraiment, les équipes opérationnelles, ce qu'on appelle les unités autonomes. Donc, c'est des chantiers qu'on avait déjà démarrés longtemps avant, avec toujours un peu cette difficulté du manager intermédiaire qu'on déresponsabilise par rapport à cette fonction et de l'équilibre un peu entre ces forces. Et pour aider ça, à l'époque, j'avais dit, on va supprimer une strate hiérarchique. C'est-à-dire qu'on va avoir un patron, on va avoir beaucoup de gens en dessous de lui, et il ne pourra pas gérer comme aujourd'hui. Ce sera trop compliqué. Pas en direct. En tout cas. Pas en direct. Donc pour ce faire, il doit donner de la responsabilité, de l'autonomie, et donc avoir un suivi qui est différent, c'est-à-dire qu'il doit se transformer, ce que vous avez dit tout à l'heure, en coach, en animateur, en fluidisateur, etc. Et donc ça a beaucoup aidé. Mais c'était complexe. Et lorsque la crise est arrivée, comme en plus il y avait de l'absentéisme, on a vu que ce modèle fonctionnait bien. Parce qu'en fin de compte, on avait un inducteur, on avait des objectifs assez clairs, pas besoin de revenir tous les jours dessus, etc. Donc l'équipe, elle s'organisait autour de ça. A su se stabiliser. Voilà. Et il n'y avait pas besoin d'avoir une vision si forte que ça. Donc je pense que d'avoir supprimé en tout cas une stratégie hiérarchique nous a aidé, alors qu'au départ c'était assez complexe à faire. Sur la partie justement des équipes, alors, je ne sais pas si on peut dire autonomes, en tout cas des équipes autogérées, quasiment un peu plus autogérées. Côté Pôle emploi, est-ce que c'est une transformation que vous avez déjà menée ou Nous, on a une approche plus globale du sujet, c'est-à-dire que l'ensemble de ces points-là, 1, 2, 3, sans le 4, qui est la data dont on parlera après, fait partie depuis les 3 derniers plans stratégiques de la stratégie de Pôle emploi. D'accord, donc c'est quelque chose que vous êtes déjà engagé. Voilà, depuis Pôle emploi 2015 jusqu'à Pôle emploi 2022, on a 3 plans stratégiques qui se sont succédés. Le premier point, il n'est pas sur le décloisonnement des équipes. Il est sur, je vous donne des gros éléments, il est sur la logique d'indicateur de pilotage quanti, etc. La première brique, notre directeur général, quand il est arrivé, son premier sujet, c'était on arrête de piloter par les moyens, on pilote par les résultats. Et donc cette logique d'enlever tous les reportings intermédiaires qui remontaient aux différentes équipes, etc., et de commencer à responsabiliser les unités sur leurs résultats, c'est un message qui a été extrêmement fort, et aussi s'accrocher à quelques indicateurs et que tout le monde porte les mêmes indicateurs. Et quand on dit tout le monde, c'est vraiment on responsabilise aussi les équipes au plus près du terrain. Jusqu'aux collaborateurs aujourd'hui, en équipe, en front office. Ce qui du coup aide à garder la vision du final. La deuxième partie qui a été menée, alors je suis sur le programme autour des années 2015, c'est nouveau pari de la confiance. C'est-à-dire que comment est-ce que l'on peut faire de responsabiliser, donner des marges de manœuvre, donner des moyens, susciter des idées, générer du sens directement au sein des équipes. Donc on a eu par la confiance, par la confiance et par la liberté de choix, par la liberté de construire un certain nombre de composants, un certain nombre d'idées, etc. Donc gros challenge, ça a été un projet, 19 agences embarquées qui avaient toutes les clés pour définir ce qu'elles voulaient faire, donc qui pouvaient agir sur la créativité, sur le management, modifier la structure managériale d'une agence, l'aplatir, etc. Donc beaucoup de créativité avec des jurys qui regardaient les résultats et qui votaient, dans lequel, par exemple, notre directeur général avait une voix comme tout le monde. D'accord. Donc c'est-à-dire que vous avez déjà fait le choix de donner, entre guillemets, je ne veux pas dire les clés, mais en tout cas de laisser les équipes s'organiser par rapport à un résultat qu'elles vont atteindre, mais après les moyens sont libres, quoi.
Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on est allé encore plus loin. C'est-à-dire que deuxième étape, là, on s'est occupé de la performance, on s'est occupé des résultats qui étaient derrière. Donc, on a donné la main aussi aux équipes sur la construction de leur performance, la construction et la définition des niveaux à atteindre. On a mis en place des travaux en design thinking en local pour définir l'agence de demain, pour définir les processus, etc. Donc on a laissé énormément de liberté aux agents. Et là, on est dans la troisième étape où on s'accroche à 10 principes qui ressemblent bougrement, étrangement à vos marqueurs, hein, qui sont l'agilité au sens adaptabilité, mais qui sont la confiance, qui sont la coopération des équipes, etc. Et ces 10 principes-là sont appliqués de haut en bas dans l'entreprise avec l'ensemble des équipes qui travaillent dessus. On a par exemple aujourd'hui, on a des dialogues de performance ascendants. Quand on dit dialogue de performance ascendant, on commence à jargonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'agent, son équipe, son directeur d'agence, son DT travaillent ensemble pour définir les objectifs, pour définir les moyens, pour définir les processus. Et aujourd'hui, c'est déployé dans l'ensemble des agences. Donc on a ce mouvement-là. Vous avez cette maturité-là, en tout cas, du dialogue avec les collaborateurs. Et on a une ligne stratégique qui est cohérente depuis les 3 derniers plans stratégiques. Et qui est partagée par tous. Qui est partagée par tous. Et quelque part, en termes de quelle manière ça vous a facilité la résilience, justement, par rapport au choc sanitaire? On n'aurait pas les résultats qu'on a aujourd'hui par rapport à une crise de cette ampleur-là si on n'avait pas les équipes en capacité de gérer l'ensemble des paramètres de leur action. Parce que là, du coup, tout le monde s'est responsabilisé et avait les marges de manœuvre déjà opérantes, entre guillemets, pour s'adapter. C'est ma conviction. Aujourd'hui, je saurais pas vous le démontrer, mais la plasticité dont on a fait preuve, la ductilité, enfin, moi, je ne l'explique pas autrement que par la mobilisation des agents, leur engagement, leur capacité à comprendre leur environnement, leur capacité à réagir, etc., etc. La capacité des managers à les accompagner quand on parle de la position des managers, la capacité de mettre des managers en position d'accompagnement plutôt qu'en position hiérarchique. Je vais répondre en anticipation peut-être à des questions que vous posez. Combien de temps? C'est 3 plans stratégiques. 3 plans stratégiques, c'est 9 ans. Et juste, on revient sur le dernier marqueur, autour de la data, justement. La data qui permet de mieux décider, décider de façon plus éclairée. Je pense que vous avez fait des travaux là-dessus. Juste avant, moi je pense qu'il y avait un marqueur, on allait assez rapidement, c'est la politique des petits pas. Oui. Je pense pour moi, elle est fondamentale. C'est-à-dire la conduite du projet. Alors on a tous fait des formations, méthodes agiles, etc. Et on avait plutôt tendance à reprendre ce qu'on apprenait à nos méthodes de projet. Là, le fait d'être obligé de changer tout de suite, parce qu'on ne peut plus produire de la même manière, voilà, cette politique de petits pas en disant effectivement on a une bonne cible, on voit où on va, mais à court terme, demain, c'est ce jalon-là qu'il nous faut. Voilà. Demain, on s'améliore, etc. Et ça a eu ça a permis vraiment de travailler en agile, hein, avec cette notion un peu de sprint. Et de délivrer et vraiment, on a réussi à avoir une cohésion complète, en tout cas sur ces projets. Et je pense que là c'est une vraie transformation qu'on retrouve aujourd'hui dans nos entreprises. Après, sur la data, effectivement, la data, on l'avait. D'ailleurs, on a ce qu'on appelle des data lakes. Hein, moi, j'ai des milliards de données. La seule difficulté, c'est comment est-ce que je vais exploiter ces datas. Et c'est ça le vrai sujet pour moi aujourd'hui. C'est-à-dire que, en fin de compte, cette fois-ci, par l'intégration de l'intelligence artificielle, qui va nous aider à nous dire de quoi j'ai besoin. Et faire le tri dans cette data. Faire le tri dans cette data, là, effectivement, ça a fonctionné. Parce que souvent, ce que je dis d'ailleurs, mon DSI, l'intelligence artificielle, les data m'ont pas dit qu'il y allait y avoir une crise de Covid. Alors que non, on m'avait annoncé à l'époque pas mal de choses, mais pas celle-là. Alors, elle a été fondamentale, en tout cas, pour toutes les entreprises. Donc, je pense que le sujet aujourd'hui, c'est plutôt avoir une intelligence artificielle qui est en train de dire, voilà, quels sont les inducteurs, les changements que je peux avoir, ce que je peux lire, qu'est-ce qui est utile pour qui. Et effectivement, et là, on va faire des sauts encore qui vont se prolonger. Côté Pôle emploi, est-ce que sur la data, vous avez... Sur la data, il y a un double phénomène. On a réinterrogé aussi nos plans stratégiques, on a aussi réinterrogé aussi nos trajectoires à court et moyen terme. Et pour ça, la prédictibilité sur les volumes de demandeurs d'emploi, sur les emplois en tension, etc., c'est un peu au cœur de notre activité d'avoir cette vision-là.
Donc on a effectivement à gagner énormément sur l'anticipation et sur la pertinence en termes de data. Et puis par ailleurs, étant responsable du projet intelligence artificielle et étant à la porte de déposer un certain nombre d'algorithmes prédictifs qui s'inscrivent forcément sur un apprentissage qui est en continuité d'avant la crise, on en a pris un coup parce que ces entraînements et ces algorithmes aujourd'hui ne veulent plus rien dire. Il faut les réentraîner, il faut les repositionner. Donc la data, c'est quelque chose de volatile, c'est quelque chose à la fois de consistant et à la fois de fragile dans sa continuité. Et donc il y a des mécanismes à installer. Et qui sont plutôt devant nous en fait. Qui sont plutôt devant nous et qui nécessitent une nouvelle technicité des nouveaux acteurs. Et d'apprendre à travailler avec la data, avec l'IA aussi. Enfin, je pense qu'il y a un apprentissage à avoir aussi avec cette espèce d'oracle qui vous amène des réponses qu'on n'a pas forcément attendues. Oui. Vous n'êtes pas sans savoir que Pôle emploi a été rythmé pendant des années par la publication des chiffres du chômage, etc. Donc il y a énormément de travail sur la data, beaucoup d'équipes qui travaillent sur cette data, mais d'un point de vue statistique aujourd'hui, d'un point de vue là il faut qu'on passe à la dimension supérieure d'intelligence artificielle, de prédictibilité, etc. Parfait. Ce que je vous propose, c'est de passer aux questions-réponses. Donc on a plusieurs questions qui sont arrivées. Donc une première question, et je pense qu'on a commencé un peu à y répondre, mais c'est intéressant, c'est finalement de dire comment est-ce que vous avez, notamment par rapport à ces derniers grands chantiers que vous avez évoqués, réussi à embarquer les équipes finalement. Parce que quelque part, là, ce qu'on dit, c'est que ça part de la DG jusqu'aux collaborateurs, qu'ils soient Pôle emploi ou La Poste. Comment vous faites ça et combien de temps ça prend quelque part? Vous avez un petit peu répondu, Michel, mais parce que c'est une transformation quand même qui est lourde et forte et que tout le monde n'a pas encore engagé. Donc, c'est quoi un peu vos recettes par rapport à ça, en termes d'agilité et de résilience? Parce que, et puis aujourd'hui, vous en tirez les bénéfices de la résilience, mais comment on procède pour faire une transformation de cette nature-là? Tous les projets, effectivement, on les a amenés depuis quelques années. D'accord, donc ils étaient plus ou moins aboutis. Enfin, la réussite de la société aujourd'hui montre qu'effectivement les choses ont été prises en compte. Par contre, je pense que lorsque la crise est arrivée, le fait de limiter le nombre d'objectifs, tout simplement, et que tout le monde se sentait concerné par cet objectif. Vous aviez embarqué tout le monde déjà. Voilà. Donc, je pense que ça a été un des marqueurs forts, en tout cas. Et je le vois souvent parce que j'ai des grands clients, alors des fois qui sont critiquables ou pas, Amazon, etc. Mais quand on va chez eux, c'est très simple. Il y a 1 ou 2 objectifs maximum. Et je pense qu'il faut aller là-dessus. Il faut revenir à ça, en tout cas. Et si on revient là-dessus, après, effectivement, il y a des objectifs par conséquence, indirects, etc., qui peuvent arriver. Mais on sait tous exactement pourquoi on travaille. Et, donc le partage du sens, qui est un élément agile assez fort, est clé chez vous. Ouais. D'accord. Côté Pôle emploi, sur... Je partage complètement. Quand je vous disais que la première action qui a été menée sur le pilotage, c'est de dire on arrête de piloter par les moyens, on pilote par les résultats, on pilote par le sens. Ouais. On passe de pléthore d'indicateurs, je ne saurais même plus combien on avait de tableaux de bord dans tous les sens qui comptaient le nombre d'aides, le nombre d'offres, le nombre de ceci, le nombre de cela. On est passé à des indicateurs de résultats qui sont en partie des indicateurs de satisfaction et en partie des indicateurs sur des cycles de réponse, etc. Très pratiques, très lisibles, qui comptent beaucoup et qui sont aujourd'hui regardés par le directeur général, regardés par l'agent. D'accord. Alors justement, ça enchaîne avec la question suivante, c'est finalement, dans tout ça, cette transformation, la crise sanitaire également, mais toutes les transformations que vous menez, c'est quoi l'impact pour les clients? Là, on a parlé d'impact des collaborateurs, finalement, des collaborateurs plus engagés, je crois, dans une entreprise qui se modernise quand même dans son dialogue social. Pour les clients, ça veut dire quoi demain, en fait, cette transformation-là? Est-ce qu'ils sont plus embarqués? Est-ce qu'ils ont plus de proximité même interne? C'est-à-dire, la première des choses, c'est... Alors, le client considère aujourd'hui, enfin, si on regarde notre activité, il a plus de besoins. D'accord ? Donc, on va l'amener, on va déjà, la première des choses, c'est effectivement répondre à ce besoin-là. Il a besoin de sécurité aussi. Quand on parle, on est un acteur de proximité. Tous les jours, un facteur rencontre n'importe quel Français, il ne va pas lui ramener l'épidémie. Donc, il faut effectivement qu'on travaille beaucoup sur comment est-ce qu'on peut le protéger. Et après, on a nos clients expéditeurs. Donc ceux qui vont effectivement par lesquels vous allez passer pour avoir quelque part un colis, qui vont nous demander de les accompagner sur plus de data, plus de comment être en capacité d'avoir quelque part le meilleur flux pour toucher le meilleur client destinataire. Comment être en capacité de faire que les gens ne se déplacent plus. C'est vraiment l'objectif. Nous on appelle ça le taux de réussite de la première présentation. Il faut que ça arrive tout de suite chez vous. Il ne faut pas en plus que vous déplaciez au bureau de poste ou ailleurs. Donc il y a tous ces chantiers-là qu'il faut maintenant mettre en place et qu'il faut développer encore plus, du fait aussi de la mise en place du télétravail, parce que tout ceci, quelle que soit l'évolution de la pandémie, une grosse partie va y rester. Va rester. Alors justement, ça faisait partie des questions, effectivement.
c'est le client ou l'usager chez nous. Et le premier principe de la transformation dont vous parlez tout à l'heure sur trois plans stratégiques, le premier principe qui aujourd'hui qui est diffusé à tous les niveaux de l'entreprise, c'est une orientation client de tous les acteurs. C'est-à-dire que le client est vraiment non seulement regardé, mais... Ça, c'est votre cap dans la tempête. C'est le cap dans la tempête. Et notre plan de continuité d'activité, il a une partie de la préservation de nos agents, mais notre plan d'activité, il est orienté résultat client. D'autant que, comme je vous le disais au début, on est sur des publics fragilisés, donc l'importance du public, l'importance de la compréhension est primordiale. Mais plus globalement dans la culture de l'entreprise aujourd'hui, on parlait de plan stratégique tout à l'heure et de construction du plan stratégique. Pour répondre à votre première question, le plan stratégique, il a été construit sur l'ensemble de l'entreprise avec la coopération, y compris des agents. Il a été partagé, structuré. Dès le départ, vous aviez l'ADN. Avec des idées on l'a partagé avec des structures externes, etc., pour bien s'intégrer. La crise n'a fait que renforcer cette sensibilité encore plus forte sur, par exemple, l'accessibilité aux services et la facilité d'accessibilité aux services. On a dû réagir extrêmement rapidement pour réadapter des courriers, réadapter des process d'upload pour les simplifier, aller vers des procédures qui étaient pas dématérialisées pour mettre en place des solutions de contournement pour y accéder, etc. Donc ça a encore renforcé cette proximité qu'on a par nature avec nos usagers, puisqu'on s'inscrit dans cette relation-là. Très bien. Du coup, justement, ce sera la dernière question de notre événement. On voit quand même que tous les deux, vos entreprises ont réussi à gérer la crise de façon assez entre guillemets, cohérente et forte, quelque part, par rapport à ce que vous étiez, les transformations que vous avez engagées. D'un point de vue sociétal, qu'est-ce que vous allez en ressortir et comment est-ce que vous allez en faire éventuellement un élément de fierté pour vos collaborateurs qui ont quand même réussi, beaucoup dans la tempête, à maintenir le cap? Est-ce que du coup, ça va changer quelque chose pour vous? Vous allez peut-être faire un levier de ça aussi à l'avenir? Oui, je pense, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte, on l'a dit, on s'est rendu compte du besoin de poste, mais peut-être pas forcément, on l'a dit, du courrier. Vous l'avez vu. Mais presque plus du colis. Et ça s'est ressenti parce que j'ai un moment, quand on était en forte crise, et c'était comme partout, on a réduit l'activité, on a continué à livrer, mais on l'a réduit, et on s'est rendu compte que les gens, on les prenait quelque part en otage. Parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités. Enfin, il n'y a pas énormément d'acteurs. Ça devenait un besoin premier. C'est un besoin premier, quoi. Ouais. Et on avait d'ailleurs, au démarrage de la crise, une réaction de nos opérateurs. On disait, attendez, c'est pas normal, nous on travaille, on prend des risques. Oui. On sait pas, et à l'époque, on ne savait pas comment allait partir la pandémie. Donc ça a été très compliqué. Pour autant, après, dès qu'on a commencé à distribuer les respirateurs, les masques, le gel, etc., donc à l'ensemble des Français. Cette fierté est apparue aussi. Voilà. Donc là, les gens se sont rendus compte qu'on est utile. Et ce qu'on avait fait pour accentuer le sujet, dès que le produit était lié, on va dire, au Covid, qu'on alimentait une pharmacie, mais comme je le disais, une infirmière qui travaille, elle a besoin autant d'une blouse que d'autres choses, quoi. Et en fin de compte, là, on l'estampillait par quelque chose qui était visible sur le colis, quoi. Et à ce moment-là, on a un retournement. Les gens se sont dit, ce qu'on fait, c'est utile, quoi. Et en interne. Et on a dit, on va vous protéger par rapport à ça. Et on a maintenant, je vois systématiquement des courriers de nos clients expéditeurs. Merci, grâce à ça, on a eu ça. Enfin, on a sauvé des gens ici, etc. Et donc, il faut, je ne dis pas surfer parce que le sujet est pas beau, mais se rendre compte de ce besoin-là et ce qui nous amène, nous, je dirais, à investir, parce que j'avais un premier plan d'investissement extrêmement important de près de 500 millions d'euros qui devait se terminer en 2023. Étant donné la croissance qu'on a aujourd'hui, c'est ce qu'on a mis en place là en 2020 et on va redemander un gros programme là d'investissement là, pour pouvoir répondre à cette croissance qui va continuer à le faire et qui montrera encore en plus ce besoin de poste. C'est très clair. Michel, du coup, alors déjà une mission de service public déjà bien identifiée, j'ai envie de dire. Mission de service public bien identifiée. Ouais, je dirais qu'il y a deux aspects. On a une forme d'acquittement de toutes les démarches qui sont lancées depuis plusieurs années. Et le fait que l'activité a été maintenue, le fait que les collaborateurs s'en sont emparés, etc., et qu'on le rend visible vis-à-vis de ses collaborateurs, qu'on leur restitue, c'est une forme d'acquittement sur les investissements qui ont été faits, les orientations stratégiques étaient bonnes et ça paye. Alors c'est pas si neutre que ça, parce que quand on est piloté par les résultats, on peut être piloté par l'efficience, par le quanti, mais ces valeurs-là qui sont des valeurs un peu plus globales de réponse rapide
à nos publics, etc., c'est difficile de les mettre en valeur. Là, on se dit, la dématérialisation des plans sur 3-4 ans de dématérialisation, ça paye, le digital, ça paye, le pari de la confiance, Donc le sens arrive finalement. etc. Et donc là, on a une véritable occasion de remettre en perspective ce sens qui est porté, qui n'était peut-être pas compris par tout le monde. Et il y a une réelle fierté d'avoir réussi à contenir la vague, et cette fierté, elle est portée auprès de nos agents. Il y a même des retours de nos clients qui sont de nos usagers qui sont extrêmement positifs. Donc, alors il ne s'agit pas de surfer sur la vague, il s'agit simplement de se dire la conscience du service que l'on rend, nos agents est exacerbée. Mais là, elle a été exacerbée et elle a été encore plus démontrée. Donc je pense que c'est un des bénéfices entre guillemets de la crise, c'est d'avoir remis l'église au milieu du village, d'avoir remis les pendules à l'heure et d'avoir remis le principe. Et que toutes vos transformations ont servi ça. Et que toute la transformation a conduit à ça. Et elle n'est pas terminée. Un grand merci à tous les deux. Merci pour vos témoignages très éclairants et très concrets et pragmatiques. Et c'est bien l'esprit du do-tank, c'est d'avoir justement des réponses activables et pragmatiques. Sur l'ensemble de l'étude, vous retrouverez, à travers une note d'analyse qui va vous être tout de suite après l'événement communiqué, l'ensemble des éléments, donc les marqueurs, les enseignements, ainsi de suite. Et à très bientôt pour un nouvel événement autour de l'exploratoire sur Prestaria Next. Et à très bientôt. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci beaucoup.